En 1959, à l'usine de Suresnes, le son de la véritable puissance française s'arrêta. La marque Talbot Lago, autrefois fierté nationale, est vendue à Simca. Dans les ateliers, on ordonne l'abandon définitif du légendaire moteur T26, un majestueux 6 cylindres en ligne de 4,5 litres. À sa place, pour tenter d'écouler les derniers châssis, on greffe un V8 Aquilon d'origine Ford, une mécanique infiniment moins noble et trop faible pour un tel blason. C'était une chute brutale pour un bloc qui, à peine 9 ans plus tôt, avait remporté les 24 heures du Mans en 1950. Pour les mécaniciens qui l'avaient assemblé à la main, le coup était fatal. Le paradoxe était cruel. Ce moteur de course n'était ni faible ni fragile. Il avait survécu à la guerre et tenu tête aux Ferrari. Mais il fut condamné par son propre pays, rendu économiquement insoutenable par les nouvelles lois fiscales. Mais la véritable histoire du moteur Talbot Lago n'est pas seulement l'histoire d'une faillite en 1959. C'est l'histoire d'un moteur qui a tenté de porter l'ambition d'une nation, pendant que cette même nation rendait sa survie impossible. Chaque semaine, nous racontons l'histoire des moteurs français, des usines et des noms industriels qui ont un jour appris au pays comment sonnait la puissance et ce qui s'est passé lorsque le marché a changé. Abonnez-vous si cette mémoire compte pour vous. L'histoire ne commence pas avec la nostalgie, mais dans un lieu précis, à Suresnes, au début des années 1930. L'histoire ne commence pas sous les vivas d'un circuit, mais dans l'angoisse financière d'une usine en banlieue parisienne. En 1933, le grand conglomérat automobile franco-britannique Sunbeam Talbot Darracq s'effondre. L'usine historique de Suresnes, située sur les bords de la Seine, est au bord de la liquidation. Les chaînes de montage risquent de s'arrêter, les ouvriers qualifiés craignent pour leur emploi, et une part entière du savoir-faire mécanique français est sur le point de disparaître. C'est à ce moment précis qu'un ingénieur et homme d'affaires italien, naturalisé britannique, Antonio Lago, que l'histoire retiendra sous le nom de Tony Lago, prend le contrôle de l'usine. Il ne rachète pas seulement des murs de briques et des stocks de pièces. Il rachète un problème fondamental. Comment construire une puissance française à une époque où le marché automobile et la géopolitique commencent à s'affoler? Pour comprendre l'urgence de Suresnes, il faut observer l'Europe des années 1930. La France de l'automobile était tiraillée. D'un côté, elle produisait d'excellentes voitures populaires, fiables et rationnelles. De l'autre, ses constructeurs de prestige, comme Bugatti ou Delahaye, s'appuyaient parfois sur des conceptions vieillissantes ou des châssis particulièrement lourds. Sur les circuits européens, le vide français devenait douloureux. Le fameux bleu de France, la couleur nationale arborée par les voitures de course du pays, était de plus en plus reléguée au second rôle. L'Allemagne, soutenue par les fonds massifs de son État, déployait les terrifiantes flèches d'argent de Mercedes-Benz et Auto Union. Des monstres mécaniques gavés par des compresseurs, crachant plus de 500 chevaux. L'Italie, avec Alfa Romeo et le soutien de son gouvernement, imposait des moteurs ultra complexes. La France, elle, n'avait ni les subventions d'État allemandes, ni l'infrastructure industrielle colossale pour concevoir des usines à gaz de 16 cylindres. Elle manquait d'un représentant mécanique capable de défendre la nation sans exiger le budget d'un ministère entier. Tony Lago comprend vite que la réponse de Suresnes ne peut pas être une imitation des constructeurs allemands ou italiens. La réponse doit être fondamentalement différente. Une intelligence pragmatique axée sur une endurance inébranlable. Lago s'associe à l'ingénieur Walter Becchia pour concevoir l'arme de survie de la marque. Leur choix se porte sur l'évolution d'une architecture classique. Un moteur 6 cylindres en ligne. Un moteur en ligne, une configuration où les cylindres sont disposés verticalement, côte à côte en une seule rangée, est réputé pour son équilibre naturel et la fluidité de sa livraison de puissance. Mais l'objectif de Becchia n'est pas seulement de concevoir un moteur doux pour les boulevards parisiens. Il doit forger un bloc de course capable d'encaisser la violence des grands prix. C'est ici que se cristallise la philosophie Talbot-Lago. L'équipe de Suresnes refuse le compresseur, un système mécanique complexe, entraîné par le moteur lui-même, qui force de grandes quantités d'air dans les cylindres au prix d'une consommation de carburant astronomique et d'une fiabilité souvent capricieuse. Ils choisissent la voie du moteur atmosphérique, un moteur thermique qui respire naturellement l'air ambiant sans suralimentation artificielle. Pour compenser l'absence de compresseur, il faut impérativement augmenter la cylindrée.
le volume total déplacé par les pistons à l'intérieur des cylindres. Le bloc de Suresnes passe d'abord à 3,0 litres, puis grimpe à 4,0 litres sur les fameux modèles T155. Dans les ateliers de Suresnes, la création de ce moteur relevait de l'artisanat industriel lourd. Le bloc moteur, la vaste pièce de fonderie maîtresse abritant les cylindres, était coulé dans un alliage robuste, conçu pour ne jamais se déformer sous la chaleur extrême d'une course de 24 heures. Sur les bancs d'essai de l'usine, au milieu de l'odeur d'huile chaude et de métal usiné, les mécaniciens ajustaient manuellement le vilebrequin, l'arbre massif qui transforme le mouvement vertical des pistons en force rotative. Celui de Talbot-Lago reposait sur 7 gros paliers pour garantir une solidité absolue, empêchant toute vibration destructrice à haut régime. Ce n'était pas une mécanique délicate, nécessitant l'attention d'une armée d'ingénieurs en blouse blanche. C'était un coffre-fort de métal, pensé pour survivre à la torture physique. Le choix d'un gros moteur atmosphérique n'était pas seulement une décision technique, c'était un modèle économique vital. La conception d'un bloc simple et résistant coûtait infiniment moins cher à développer que les moteurs suralimentés. De plus, ce même moteur, une fois assagi, pouvait être monté dans les somptueux châssis routiers de la marque, habillés par de grands carrossiers comme Figoni et Falachi. Les ventes de ces luxueuses voitures de grand tourisme finançaient directement le département compétition. Le moteur était le pont direct entre le client fortuné des Champs-Élysées et le mécanicien couvert de cambouis dans les stands de l'autodrome de Montlhéry. Sur la piste, cette philosophie commence à prouver sa redoutable efficacité. À la fin des années 1930, les Talbot-Lago de 4,0 litres affrontent les monstres étrangers. Elles ne sont pas toujours les plus rapides sur un tour de qualification. Mais la course automobile, particulièrement en France avec sa tradition des longues épreuves d'endurance, ne se gagne pas seulement par la vitesse pure. Elle se gagne par la capacité d'une machine à ne pas s'autodétruire. Les moteurs de Suresnes consomment nettement moins de carburant, épargnent les pneus, fatiguent de moins leurs pilotes et surtout refusent de casser. Le son grave, rauque et caverneux du 6 cylindres devient familier et rassurant pour les foules françaises. Ce bloc moteur n'avait pas seulement sauvé une usine de la faillite, il avait redonné à la France une voix mécanique sur la scène internationale, prouvant qu'une centaine d'ouvriers et de motoristes dévoués pouvaient tenir tête à des empires industriels subventionnés par des États totalitaires. La simplicité n'était plus un défaut de budget, elle était devenue une arme tactique redoutable. Mais en 1939, les circuits européens se taisent. Les sirènes remplacent le rugissement des échappements. L'usine de Suresnes est stoppée net par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Pendant des années, l'évolution de la mécanique française est figée. Les plans sont cachés pour ne pas tomber aux mains de l'occupant, l'outillage est préservé en secret et les ingénieurs attendent, sachant très bien que le bloc de 4,0 litres a atteint ses limites. Pour exister dans le monde qui émergera après le conflit, il faudra aller plus loin. Il faudra repenser radicalement la façon dont ce lourd bloc de métal respire pour en extraire une puissance digne des nouvelles décennies. Le bloc de Suresnes avait prouvé qu'il pouvait survivre aux années 30. Mais après la guerre, la France n'avait pas seulement besoin d'un moteur qui fonctionnait, elle avait besoin d'un moteur capable de dominer un monde en reconstruction. Lorsque l'Europe émerge des ruines en 1945, l'industrie automobile française est exsangue. L'acier est rationné, les usines ont été pillées ou bombardées, et la priorité du gouvernement se tourne vers la reconstruction et les petits véhicules utilitaires. Mais à Suresnes, Tony Lago et son nouvel ingénieur en chef, Carlo Marchetti, remplaçant Walter Beccia, parti chez Citroën pour concevoir le futur petit moteur de la 2CV, refusent d'abandonner l'ambition de la course. Ils savent que les vieux blocs de 4,0 litres d'avant-guerre ne suffiront plus. Il faut une nouvelle arme. C'est ainsi que naît le moteur T26, un 6 cylindres en ligne porté à 4,5 litres de cylindrée, un volume massif pour l'époque. Mais l'augmentation de la taille ne suffit pas pour gagner des courses. Il faut repenser la façon dont la machine respire. Sur les établis de l'usine, au milieu des copeaux de métal et des plans couverts d'annotations, Marchetti et Lago dessinent une nouvelle culasse, la lourde pièce de fonderie qui coiffe les cylindres et orchestre l'entrée du mélange air-carburant. Ils optent pour des chambres hémisphériques. Une chambre hémisphérique est un espace de combustion creusé en forme de demi-sphère au-dessus du piston.
Cette architecture, bien que complexe à usiner, permet d'installer des soupapes, les valves qui laissent entrer l'air et sortir les gaz d'échappement, beaucoup plus grandes, disposées en V. Le moteur respire ainsi à plein poumon, transformant chaque goutte d'essence en une force explosive maximale. Mais c'est dans la commande de ces soupapes que Suresnes démontre le génie du pragmatisme français. À la même époque, les constructeurs italiens comme Alfa Romeo et Maserati ne juraient que par le double arbre à caméra en tête, un système sophistiqué où deux arbres rotatifs sont placés tout en haut du moteur, directement au-dessus des soupapes. C'est brillant sur le papier, mais cela nécessite une cascade d'engrenages bruyants, coûteux, fragiles et atrocement complexes à régler pour un mécanicien au fond d'un stand poussiéreux. Suresnes choisit une autre voie. Il conserve des arbres à cames latéraux, des arbres placés plus bas dans le bloc moteur, mais les dispose de chaque côté du vilebrequin. Pour relier ces arbres aux soupapes inclinées de la culasse hémisphérique, ils utilisent de courtes tiges de culbuteurs, de petites barres métalliques légères qui transmettent le mouvement. Pour un mécanicien de Suresnes, ce choix technique n'était pas un compromis, c'était une victoire philosophique. Ce moteur offrait l'excellente respiration d'une culasse italienne complexe, mais conservait la robustesse d'un tracteur agricole. Il y avait moins de pièces en mouvement à haut régime, moins de risques de casse, et l'entretien devenait d'une simplicité désarmante. En cas de problème, un technicien français pouvait ouvrir, inspecter et refermer le haut du moteur avec des outils de base, pendant que l'équipe adverse bataillait encore avec ses engrenages de précision. Ce moteur T26 ne développait que 240 à 260 chevaux à ses débuts, puis frôla les 280 chevaux dans ses ultimes versions de course, T26IC. Face à lui, la concurrence s'armait de monstres. Les Alfa Romeo 158, surnommés Alfetta, utilisaient un petit moteur de 1,5 litres, mais gavé par un compresseur, crachant allègrement plus de 300 chevaux. Sur une ligne droite, la voiture italienne s'envolait. Mais le problème n'était pas seulement la vitesse, c'était la soif. Et c'est ici que le moteur T26 transforma son architecture en une stratégie d'usure implacable. Un moteur suralimenté de 1,5 litres, fonctionnant à des régimes hurlants, consommait une quantité de carburant absurde, souvent plus de 100 à 150 litres au 100 km en conditions de course. Leur réservoir devait être gigantesque, alourdissant la voiture, détruisant les pneus sous le poids et forçant le pilote à s'arrêter au stand à de multiples reprises. À l'inverse, le gros 6 cylindres atmosphériques de Suresnes, respirant naturellement et tournant à un rythme plus lent et majestueux de 4100 à 5000 tours par minute, consommait autour de 35 à 40 litres au 100 km. Dans les stands des premiers Grands Prix d'après-guerre, la scène devenait récurrente. Les mécaniciens français, vêtus de leurs combinaisons bleues, regardaient les chronomètres avec un calme olympien. Ils n'avaient pas de fût d'essence prêt à être déversé dans la panique. Ils regardaient simplement les voitures rouges italiennes ou britanniques s'engouffrer dans la voie des stands dans un nuage de fumée, les mécaniciens adverses hurlant pour changer des bougies fondues et verser des hectolitres de méthanol. Pendant ce temps, la Talbot Lago bleue passait sur la ligne droite des stands sans ralentir. Son vilebrequin massif à 7 paliers tournait sans effort. Son son n'était pas le hurlement strident d'un compresseur, mais le grondement profond, rocailleux et régulier d'un gros cube de métal qui ne semblait jamais forcé. En supprimant les arrêts au stand, la lourde Talbot Lago annulait l'avantage de puissance des voitures suralimentées. Le pilote français pouvait rester en piste, imposant une pression psychologique et mécanique insoutenable à ses adversaires qui devaient cravacher pour rattraper le temps perdu au ravitaillement. Cette équation de la performance permettait à une petite usine indépendante de la banlieue parisienne, sans les subventions colossales des États étrangers, de rivaliser au sommet de l'automobile mondiale. Le moteur T26 était couplé à une boîte de vitesse à présélection Wilson, un mécanisme robuste permettant au pilote de choisir son prochain rapport à l'avance et de l'enclencher d'un simple coup de pédale, préservant ainsi la mécanique et réduisant la fatigue physique. Tout dans cette machine était conçu pour durer plus longtemps que l'homme qui la pilotait et que le concurrent qui tentait de la suivre. La France avait enfin trouvé sa réponse.
Ce n'était pas la réponse la plus technologiquement complexe du monde, mais c'était la plus endurante. La théorie mathématique des ingénieurs de Suresnes était parfaite. Il ne restait plus qu'à l'éprouver dans la chaleur, le bruit et l'épuisement des 24 heures du Mans. Au début des années 1950, le nom de Talbot-Lago résonne au sommet de l'automobile mondiale. Le moteur T26, avec ses chambres hémisphériques et sa robustesse légendaire, n'est plus seulement une curiosité technique de la banlieue parisienne. Il est devenu l'étendard de la résistance mécanique française sur les circuits internationaux. Dans l'usine de Suresnes, l'atmosphère est celle d'un sanctuaire industriel. Les murs vibrent au rythme des machines-outils où l'on façonne à la main les lourds carters en fonte et les bielles en acier forgé. Ici, chaque moteur est assemblé par des ouvriers et des motoristes dont les gestes précis se transmettent comme un secret de famille. Le bloc moteur subit des contrôles minutieux et le vilebrequin à 7 paliers est équilibré avec une patience que la production de masse ignore. L'année 1950 marque l'apogée absolue de cette épopée. Sur le circuit de la Sarthe, lors des 24 heures du Mans, la confrontation s'annonce inégale face aux usines armées jusqu'aux dents. Pourtant, le pilote Louis Rosier, associé à son fils Jean-Louis, prend le départ au volant d'une Talbot-Lago T26 Grand Sport modifiée pour la course. Tandis que les prototypes rivaux hurlent à la mort, tournant à des régimes affolants et épuisant leurs freins comme leur transmission, la Talbot adopte une cadence implacable. Son gros moteur de 4,5 litres, tournant rond et sans effort, avale les kilomètres de la ligne droite des Hunaudières. La stratégie de Suresnes porte ses fruits. L'absence de compresseur et la faible consommation relative du bloc atmosphérique réduisent de moitié le temps passé dans les stands. Alors que les heures s'égrènent dans la nuit moite de la Sarthe, les voitures concurrentes abandonnent les unes après les autres, victimes de surchauffe ou de casse mécanique majeure. Louis Rosier reste inlassablement au volant pendant près de 21 heures, refusant presque de céder sa place, dans un état de fatigue absolue. Lorsque la voiture franchit enfin la ligne d'arrivée le dimanche après-midi, c'est la consécration. La Talbot-Lago a remporté les 24 heures du Mans 1950, couvrant plus de 3460 km à une moyenne supérieure de 144 km par heure. Dans les stands, c'est l'explosion de joie. Les mécaniciens aux mains noires de cambouis embrassent les carrosseries fumantes. Le son grave et rauque du 6 cylindres s'éteint lentement dans une ovation générale. Ce jour-là, la France a prouvé que la simplicité intelligente et la robustesse mécanique pouvaient triompher de la complexité technologique. Ce triomphe dépasse les frontières du Mans. Le moteur T26 s'illustre également dans le tout jeune championnat du monde de Formule 1, affrontant les célèbres Alfa Romeo et les créations d'Enzo Ferrari sur les pistes de Silverstone, de Spa-Francorchamps et de Monza. Même si les monoplaces de Suresnes commencent à accuser un certain poids face à des châssis plus modernes, leur fiabilité respectée force l'admiration du paddock. Le bleu de France brille sous un vernis d'authentique noblesse artisanale. Dans une France où un moteur pouvait décider du caractère d'une Renault de course, de la liberté d'une 2CV, de la vitesse d'une Peugeot au Mans, de la puissance d'un hélicoptère ou de la fierté d'une usine, la puissance n'était pas une abstraction. Elle était métal, carburant, travail, chaleur, bruit, entretien, risque, état, industrie et confiance. Mais cette gloire flamboyante coïncide étrangement avec le moment où les fondations économiques de la marque commencent à se fissurer en silence. La victoire au Mans n'était que la face visible et glorieuse de l'empire de Suresnes. Pour Tony Lago, la course n'était pas une fin en soi, ni un gouffre financier justifié par le seul orgueil. C'était un outil de démonstration brutale et irréfutable pour vendre les châssis routiers les plus exclusifs du pays. C'est ainsi que le moteur T26, l'athlète des circuits, s'installa sous les longs capots des Talbot-Lago, Record et Grand Sport destinés à l'élite. Le transfert technologique était presque direct. Le même gros bloc moteur en fonte, avec son vilebrequin inébranlable et ses chambres hémisphériques, était à peine civilisé pour la route. Dans sa version Grand Sport, ce 6 cylindres de 4,5 litres développait jusqu'à 190 chevaux à 4000 tours par minute. C'était un chiffre ahurissant pour le début des années 1950, accouplé à sa fameuse boîte de vitesse à présélection Wilson, qui permettait au conducteur de présélectionner son prochain rapport sur une petite manette au volant
avant de l'engager d'un simple coup de pédale, le lourd châssis pouvait dépasser les 200 km par heure. Il devenait ainsi l'une des voitures de production les plus rapides et les plus chères au monde. Imaginez les routes nationales françaises de cette époque, souvent étroites, encore bordées de platanes, où la majorité des Français découvraient tout juste la mobilité motorisée à 60 km/h dans de minuscules Renault 4 CV. Et soudain, un grondement caverneux déchirait la campagne. Une Talbot Lago, habillée par les maîtres carrossiers de l'époque comme Saoutchik, Chaperon ou Figoni Falachi, balayait l'horizon. Pour le propriétaire fortuné, ouvrir le capot devant le casino de Deauville ou dans la cour d'un palace parisien n'était pas un acte mondain. C'était l'affichage d'une lignée martiale. Le client achetait littéralement le bloc métallique qui avait survécu 24 heures sans faillir dans la poussière de la Sarthe. Tout le système économique de l'usine de Suresnes reposait sur cette aura. Les artisans fondeurs, les ingénieurs motoristes, les vendeurs des quartiers chics et le réseau très restreint de garages spécialisés capables d'ajuster les carburateurs Zenith-Stromberg de cette cathédrale mécanique. Tous dépendaient du prestige absolu du T26. Chaque podium de Louis Rosier ou de Raymond Sommer en Grand Prix justifiait le prix d'achat astronomique des modèles de grand tourisme. À cet instant précis de l'histoire, la France de l'automobile était fracturée, mais la fracture était belle. D'un côté, les constructeurs nationalisés et populaires motorisaient les masses avec des petits moteurs utilitaires. De l'autre, une poignée de marques irréductibles, menées par Talbot Lago, maintenait en vie la tradition de la grande routière française. Le moteur de 4,5 litres était le roi incontesté de cette résistance. Il portait en lui une idée de la puissance qui ne s'excusait pas, qui exigeait des litres de carburant d'aviation, d'huile épaisse et l'attention de maîtres mécaniciens. Pendant quelques brèves années, l'illusion fut parfaite. Les carnets de commandes affichaient des noms de princes, d'industriels et de pilotes gentlemen. Sur les établis de Suresnes, la fierté des ouvriers était à son zénith. Ils ne construisaient pas de simples moyens de transport. Ils forgeaient le sommet de la chaîne alimentaire mécanique européenne. Le bloc T26 semblait invincible, immunisé contre le vieillissement, triomphant à la fois de Ferrari sur la piste et de Rolls-Royce dans les concours d'élégance. Le moteur T26 avait donné à la France tout ce qu'elle demandait. Mais dans les bureaux ministériels de Paris et dans les comités de course, une nouvelle vision s'écrivait. Une vision où ce type de puissance devenait un problème. La première fissure dans l'empire de Suresnes ne fut pas une bielle brisée dans un nuage de fumée sur la ligne droite des Hunaudières. Elle fut silencieuse, bureaucratique, et commença loin des odeurs d'huile de ricin dans les bureaux des instances dirigeantes du sport automobile européen. C'est d'abord la Force 4, la course, la Formule 1 et l'écoute de la performance qui vint ébranler le socle du moteur Talbot Lago. Depuis sa création, la stratégie de Tony Lago reposait sur une équation claire. Le gros bloc moteur atmosphérique de 4,5 litres gagnait sur les pistes le dimanche, justifiant le prix exorbitant des châssis vendus le lundi dans les beaux quartiers de Paris. Mais la Formule 1 est un écosystème impitoyable, où la vérité mécanique d'une saison devient souvent l'obsolescence de la suivante. Face au manque de monoplaces compétitives pour contrer la domination écrasante des Alfa Romeo, le championnat du monde avait déjà dû se courir sous la réglementation de la Formule 2, limitée à des moteurs de 2,0 litres en 1952 et 1953. Le lourd T26 de Suresnes se retrouvait soudainement sur la touche dans la catégorie Rennes. Mais c'est l'annonce du règlement technique pour la saison 1954 qui scella le destin sportif de la légendaire architecture française. La cylindrée maximale autorisée pour la nouvelle Formule 1 fut fixée à 2,5 litres pour les moteurs atmosphériques. Du jour au lendemain, la cathédrale de métal de 4,5 litres, qui avait fait la fierté de la France, devenait purement et simplement illégale en Grand Prix. Le problème n'était pas seulement le moteur, c'était le monde autour de lui. Pour survivre au plus haut niveau, un constructeur devait repartir d'une feuille blanche. En Allemagne, Mercedes-Benz investissait des budgets colossaux, presque étatiques, pour développer la Durbury 196, une monoplace dotée d'un 8 cylindres en ligne ultra sophistiquée, avec commande des soupapes démodromiques et injection directe. En Italie, Ferrari et Maserati déployaient des armées d'ingénieurs pour concevoir des moteurs multicylindres, tournant à des régimes hurlants.
Face à ce déploiement de force industrielle, l'usine de Suresnes ressemblait tragiquement à un atelier d'un autre siècle. Tony Lago essaya de répliquer. Le bureau d'études tenta de concevoir un tout nouveau moteur de 2,5 litres, un 4 cylindres, pour s'adapter aux nouvelles règles. Mais la réalité financière rattrapa vite l'ambition. Développer un moteur de course performant nécessitait des centaines d'heures sur les bancs d'essai, des dizaines de blocs fondus et détruits pour trouver la limite, et des alliages rares. Suresnes, entreprise indépendante, saignait ses maigres réserves financières dans une guerre qu'elle ne pouvait plus gagner. Pendant que les prototypes du nouveau moteur balbutiaient, l'ancien T26 de 4,5 litres, relégué aux seules courses d'endurance ou nationales, perdait son statut de héros invincible. Le son caverneux du 6 cylindres français commençait à être noyé par le hurlement plus aigu, plus moderne, des nouvelles mécaniques italiennes et allemandes. Le moteur fonctionnait encore. Le marché autour avait changé. Mais la perte de la Formule 1 n'était que le premier acte du drame. Si le moteur ne pouvait plus être l'arme absolue sur la piste, il restait le cœur battant des luxueuses voitures de route Talbot Lago. C'est alors qu'une force bien plus redoutable que Ferrari ou Mercedes entra en jeu, l'État français. La Force 1, l'État, l'industrie nationale et l'ambition technique allaient se retourner contre ses propres champions. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement français avait mis en place le Plan Pont, un programme de rationalisation industrielle strict, dirigé par le haut fonctionnaire Paul-Marie Pons. L'objectif de l'État était de reconstruire le pays en motorisant les masses populaires et en relançant les exportations, particulièrement vers les pays disposant de devises fortes. L'acier, le cuivre, l'aluminium, toutes les matières premières essentielles à la fabrication d'un moteur étaient sévèrement rationnées et allouées en priorité aux constructeurs de petites voitures comme Renault, récemment nationalisé pour sa 4CV, ou Citroën pour sa 2CV. Les constructeurs de prestige comme Talbot Lago, Delahaye ou Hotchkiss furent classés comme véhicules de classe exceptionnelle. En d'autres termes, ils n'avaient pas leur place dans la vision de la France moderne dessinée par les ministères. Pour obtenir de l'acier, Tony Lago devait prouver qu'il exportait ses voitures. Mais vendre une lourde voiture de grand tourisme française, propulsée par un énorme 6 cylindres, avec un volant à droite, tradition de luxe de l'époque, et une complexe boîte de vitesse à présélection Wilson, sur le marché américain dominé par des V8 souples et des transmissions automatiques, relevait de l'exploit impossible. L'usine de Suresnes se retrouvait prise dans un étau. D'un côté, le réseau de concessionnaires exclusifs voyait la clientèle fondre. De l'autre, dans les ateliers, les ouvriers qualifiés continuaient d'usiner les immenses vilebrequins à la main avec un soin maniaque, conscients que chaque pièce nécessitait des matériaux de plus en plus difficiles et chers à obtenir. Les coûts de production s'envolaient pendant que les volumes s'effondraient. Dans l'odeur familière d'huile de coupe de l'usine, le bloc T26 semblait soudain d'une taille absurde. Ce qui était hier l'argument d'une endurance inébranlable devenait un fardeau industriel. Les mécaniciens qui l'avaient vu triompher au Mans comprenaient, en regardant les bons de commande se raréfier, que la France ne voulait plus de cette forme de puissance. La mécanique était parfaite, le son était toujours aussi majestueux, le carter en fonte toujours aussi indestructible. La France devait simplement encore décider de l'ultime sanction fiscale qui achèverait son existence. En 1956, le coup de grâce ne vint pas d'un constructeur rival sur une piste italienne ou allemande. Il fut rédigé sur le papier à en-tête du ministère des Finances à Paris. Pour financer le tout nouveau Fonds national de solidarité, le gouvernement français, sous l'impulsion du ministre Paul Ramadier, créa la vignette automobile, une taxe annuelle obligatoire imposée à tous les propriétaires de véhicules. Mais cette taxe n'était pas proportionnelle. Elle était brutalement progressive et ouvertement punitive pour le luxe. Elle ciblait les voitures dépassant les 15 chevaux fiscaux, une unité administrative calculée par l'État français, basée principalement sur la cylindrée du moteur pour déterminer le montant de l'impôt. Le majestueux moteur T26, avec ses 4,5 litres de cylindrée, était classé à 26 chevaux fiscaux. Du jour au lendemain, posséder une Talbot Lago ne signifiait plus seulement payer le prix d'achat d'un châssis de grand luxe et accepter la consommation d'un gros moteur à combustion interne.
Cela signifiait payer chaque année une somme exorbitante, presque confiscatoire, simplement pour avoir le droit de rouler sur les routes françaises. Le marché national pour ce type de mécanique s'évapora instantanément. Dans les concessions élégantes des Champs-Élysées, les lourdes portes se refermèrent. Les clients fortunés, refusant de subir cette fiscalité punitive, se tournèrent vers d'autres alternatives ou se désintéressèrent de la grande routière française. À Suresnes, la situation financière passa de critique à désespérée. Tony Lago, voyant les commandes de la T26 tomber à zéro, tenta un ultime sursaut industriel. Puisque la Formule 1 et l'État français exigeaient des moteurs plus petits, Suresnes décida de construire un 4 cylindres de 2,5 litres, monté dans un nouveau modèle appelé la T14 LS. Mais un constructeur indépendant, exsangue financièrement, ne peut pas concevoir un nouveau bloc moteur performant du jour au lendemain. Contrairement au vieux 6 cylindres qui avait bénéficié d'années de raffinement, le nouveau 4 cylindres manquait cruellement de développement sur les bancs d'essai. Il souffrait de vibrations destructrices, sa fiabilité était aléatoire, et il n'avait pas le grondement noble qui justifiait le blason Talbot Lago. Ce fut un échec commercial cuisant. C'est ici que la mécanique de Suresnes commença véritablement à mourir. Pour sauver l'usine et maintenir les ouvriers en activité, Tony Lago dut commettre l'impensable. Il dut renoncer à construire ses propres moteurs. En 1957, l'usine signa un accord pour importer des moteurs étrangers. Les majestueuses Talbot Lago, symbole du fier bleu de France, furent équipées de moteurs V8, des moteurs à 8 cylindres en V, achetés au constructeur allemand BMW. Ce modèle, ironiquement baptisé Talbot Lago America, marquait la fin de l'indépendance technique de la marque. Dans l'usine de Suresnes, l'atmosphère changea radicalement. Les maîtres fondeurs qui coulaient autrefois les carters indestructibles du T26 n'avaient plus de métal à travailler. Les motoristes qui équilibraient les lourds vilebrequins à la main furent réduits au rôle de simples assembleurs, déballant des caisses en bois en provenance de Munich pour boulonner des mécaniques bavaroises dans des châssis français. L'ingénierie de pointe avait cédé la place à la survie logistique. Malgré cette concession humiliante, les ventes ne décollèrent pas. Le nom Talbot Lago ne suffisait pas à masquer le fait que la voiture avait perdu son cœur d'origine. La marque était l'ombre d'elle-même, incapable de survivre dans un monde dicté par la standardisation, l'électronique naissante et la répression fiscale. À l'aube de 1959, Tony Lago, malade et épuisé par une décennie de lutte financière, finit par céder. Il vendit l'intégralité de l'entreprise à Simca, dirigée par le puissant industriel Henri Théodore Pigozzi. Mais Pigozzi n'acheta pas Talbot Lago pour sauver son patrimoine en compétition ou relancer ses moteurs. Il l'acheta principalement pour récupérer les vastes locaux industriels de Suresnes et y étendre la production des populaires Simca. Dans un dernier acte qui frôlait le cynisme industriel, Simca dut écouler les tout derniers châssis Talbot restants. Pour ce faire, ils refusèrent de commander de nouveaux V8 BMW. Ils puisèrent dans leur propre stock de pièces et installèrent le vieux moteur Simca Aquilon, un modeste V8 à soupape latérale, une technologie rustique héritée de Ford, développant à peine 95 chevaux. Le capot abritait le blason de la victoire au Mans. La mécanique en dessous peinait à dépasser une petite berline de tourisme. Ce n'était plus une automobile, c'était un inventaire que l'on vidait. Le moteur tournait encore. Les commandes s'arrêtèrent net. L'État taxa la cylindrée. L'usine perdit ses fondeurs. Le châssis reçut d'autres cœurs. Le repreneur acheta les murs. Le vieux son caverneux disparut. Tony Lago mourut l'année suivante. Le logo resta sur le métal. Le monde de Suresnes s'était effondré. Le moteur original était mort. Ne restait que le nom, attendant que l'industrie décide de ce qu'il en ferait. La mort de Talbot Lago sous l'égide de Simca fut rapide, clinique et sans appel. Henri Théodore Pigozzi n'avait aucune intention de s'encombrer d'un département de courses coûteux ou d'une lignée de voitures de grand tourisme obsolètes. L'usine historique de Suresnes, autrefois le temple de la vitesse atmosphérique française, fut rapidement réorganisée. Les chaînes d'assemblage qui avaient vu naître les vainqueurs du Mans furent dépouillées de leur outillage spécifique. Les ingénieurs, les motoristes, les tourneurs-fraiseurs et les maîtres fondeurs qui connaissaient les secrets du lourd bloc moteur
T26 se dispersèrent dans une industrie qui réclamait désormais des petites cylindrées produites à la chaîne. Le nom lui-même, Talbot, connut une survie étrange, presque cynique, qui résonne comme une note de bas de page tragique dans l'histoire industrielle. 20 ans après la fermeture de Suresnes, à la fin des années 1970, le groupe PSA, Peugeot SA, rachètera les filiales européennes de Chrysler, incluant l'ancienne infrastructure de Simca. Cherchant une marque unificatrice, Peugeot décidera de ressusciter le nom Talbot. Mais l'ironie fut cruelle. Ce blason qui trônait autrefois sur d'immenses capots abritant des 6 cylindres de 4,5 litres, triomphant à plus de 200 km par heure, fut collé sur de petites berlines économiques et des citadines compactes comme la Talbot Samba ou la Talbot Horizon. La dilution de marque, l'affaiblissement d'une identité quand le nom reste, mais que la promesse mécanique originelle disparaît, était total. Pour le grand public des années 1980, Talbot signifiait une voiture familiale raisonnable, souvent frappée par des grèves d'usine. Presque personne ne se souvenait que ce même nom avait un jour tenu tête à Enzo Ferrari. Pourtant, le véritable moteur Talbot Lago n'a pas complètement disparu. Il a simplement migré là où les lois fiscales et les réglementations ne pouvaient plus l'atteindre, dans la mémoire protégée de la préservation. Aujourd'hui, si vous cherchez le moteur T26, vous ne le trouverez plus sur les routes nationales. Vous le trouverez sous les lumières bleutées et solennelles du Musée national de l'automobile, abritant la célèbre collection Schlumpf à Mulhouse. Là, derrière des cordons de velours, les immenses carrosseries bleues reposent en silence. Mais le moteur n'est pas qu'un objet statique de musée. Lors de rassemblements historiques majestueux comme le Mans Classique ou le circuit des remparts à Angoulême, le vieux titan se réveille. Dans les paddocks modernes, au milieu des auvents immaculés, on peut encore voir des mécaniciens se pencher sur ces cathédrales de fonte. Ils ajustent les tiges de culbuteurs, vérifient le débit des carburateurs Zenith Stromberg et écoutent. Quand le 6 cylindres de 4,5 litres démarre, il ne gémit pas. Il crache, il tousse une fumée riche, puis il s'installe dans un grondement caverneux, lourd et profond, qui fait littéralement trembler le sol. Ce n'est pas seulement de la nostalgie. Un blog Talbot Lago T26 ouvert sur l'établi d'un restaurateur spécialisé aujourd'hui est un argument physique, presque archéologique. Il prouve de manière indéniable qu'il y a eu un moment, dans l'immédiat après-guerre, où la France croyait qu'elle pouvait vaincre la complexité industrielle mondiale par l'intelligence de la simplicité et de l'endurance. Ce moteur montre qu'avant de devenir la nation experte des petites tractions avant et des moteurs économiques de grande série, la France savait fondre des monstres atmosphériques capables de tourner 24 heures sans faiblir. Restaurer un tel moteur aujourd'hui est un acte de résistance. Les pièces n'existent plus dans des catalogues numérisés. Les vieux manuels d'atelier, tachés d'huile et annotés à la plume, s'échangent à prix d'or entre initiés. Refaire fondre une culasse hémisphérique en aluminium ou usiner un nouveau vilebrequin à 7 paliers demande des centaines d'heures de travail artisanal, reproduisant les gestes exacts des ouvriers de Suresnes des années 1950. Suresnes, justement. Si vous vous promenez aujourd'hui sur les rives de la Seine où se dressait l'usine de Tony Lago, vous ne trouverez plus l'odeur de l'huile de coupe ni le fracas des bancs d'essai. Le site a été absorbé par l'expansion urbaine, transformé en hôpital, en bureau moderne et en parc résidentiel. L'écosystème physique de la marque a été gommé de la carte. C'est là que réside la grande leçon du moteur Talbot Lago. Une mécanique ne meurt pas seulement parce qu'elle est mal conçue. Le T26 était brillant, solide et redoutablement efficace. Il est mort parce qu'un moteur n'est jamais isolé. Il dépend d'un système. Il dépend d'un règlement sportif qui l'autorise à courir, d'un gouvernement qui permet à ses citoyens de l'acheter sans les ruiner, et d'une industrie capable de lui fournir du métal de qualité. Quand le plan-pont a fermé les vannes de l'acier, quand la Formule 1 a réduit les cylindrées, et quand la vignette fiscale a puni la puissance de classe exceptionnelle, le système français a étouffé sa propre création. La machine pouvait encore fonctionner. Le monde pour lequel elle avait été conçue avait décidé de l'effacer. Quelque part dans un atelier de restauration en province, un vieux bloc 6 cylindres repose encore sur un solide chariot d'acier, les lourdes pièces de fonte nettoyées, attendant qu'un artisan ajuste une dernière fois ses soupapes, préservant en silence une idée de la puissance que la France moderne
a depuis longtemps rendu impossible. On se retrouve dans la prochaine vidéo.